Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Pourquoi au Québec c'est la langue qui est importante alors qu'aux États-Unis c'est la race et en Arabie Saoudite c'est la religion? Pourquoi est-ce que ça varie? Eh bien c'est simple, c'est parce que dans chaque pays, c'est ceux qui imposent leurs intérêts, leur langue et leur religion qui font 200 000 $ par année, alors que ceux qui se font donner des ordres en gagnent seulement 20 ou 30 000. Si, encore aujourd'hui, l'anglais continue d'être dominant au Québec, surtout dans le domaine des affaires, c'est bien sûr parce que les Québécois ont été vaincus militairement en 1760. Et c'est la même raison qui explique qu'une poignée d'Anglo-Québécois ont été capables de nous maintenir artificiellement dans la pauvreté pendant plus de 2 siècles en se servant entre autres du fait qu'on parlait plus ou moins bien l'anglais. Ce racisme systémique a provoqué d'immenses gaspillages en argent, en ressources et surtout en talent, étant donné que ça a permis à des incompétents anglophones de se faire payer très cher pour donner des ordres à des francophones qui valaient forcément mieux qu'eux, étant donné qu'ils étaient beaucoup plus nombreux dans la province. Si, malgré leur petit nombre, les Anglo-Québécois ont pu maintenir jusqu'à aujourd'hui leur privilège, c'est parce qu'ils pouvaient s'appuyer sur une immense coalition internationale qui au début comprenait les États-Unis, de même qu'un empire britannique en pleine ascension avec toutes ses armées, ses fonctionnaires et ses cours de justice. Et c'est quand l'Empire britannique a commencé à se désintégrer en 1931 que le Canada anglais a pris la relève avec son gouvernement fédéral, sa constitution, sa Cour suprême et ses lois. À ça s'est ajouté un flot continu d'immigrants qu'Ottawa faisait venir de partout dans le monde et qui l'inondait de propagande anti-québécoise avant même leur arrivée à Montréal. Évidemment, comme le Québec est un pays de passage et que la vaste majorité de ces immigrants-là ont fini par repartir dans l'Ouest, les quelques Anglais de souche qui sont restés au Québec n'ont jamais pu réaliser leur vieux rêve de détruire le Québec français. Puisqu'ils ne font presque plus d'enfants de nos jours et qu'ils ne reçoivent plus de renforts d'Angleterre, leur situation devient de plus en plus précaire, surtout si on considère le fait que l'immigration massive de millions de non-occidentaux affaiblit beaucoup plus le Canada anglais, sur lequel il s'appuie, que le Québec et ses régions. En effet, le Canada peuplé est démesurément allongé dans le sens est-ouest et est naturellement divisé en régions distinctes dont les peuplements diffèrent de plus en plus, ce qui fait que c'est pas très difficile de prédire que son multiculturalisme officiel va finir par le faire éclater en plusieurs morceaux. Si c'est pas encore arrivé, c'est bien sûr parce que le Québec n'a pas encore réussi à faire son indépendance. Le résultat de tout ça, c'est que le Canada continue à fonctionner comme dans les autres siècles et cherche à préserver les privilèges de la minorité anglaise du Québec tout en laissant mourir à petit feu les communautés francophones hors Québec. C'est pour ça que les Anglo-Québécois peuvent obtenir des services dans leur langue à peu près partout au Québec, alors que les francophones hors Québec peuvent le faire seulement que là où le nombre le justifie, pour reprendre la formule utilisée au Canada anglais. Le déséquilibre est tellement flagrant entre les deux communautés que les Anglo-Québécois contrôlent la majorité des hôpitaux sur l'île de Montréal, alors que les Franco-Ontariens doivent se battre pour qu'on ne ferme pas l'hôpital Montfort d'Ottawa, qui est le seul hôpital universitaire francophone à l'ouest du Québec. Les premiers dirigeants d'un Québec indépendant pourraient facilement éliminer ces injustices-là, et ça c'est tant au Québec qu'au Canada anglais. Pour y parvenir, cependant, ils devraient adopter une mentalité de gagnant en considérant l'anglais non plus comme un obstacle ou une nuisance, mais comme un outil pour enrichir les francophones. Comme c'est toujours ceux qui imposent leur langue dans un pays qui touche les plus gros salaires, ils devraient commencer par imposer le français partout au Québec, mais en s'assurant que nos jeunes apprennent un anglais de qualité de façon à ce qu'ils puissent aller faire des affaires dans le monde international où presque tout désormais se fait en anglais. Cet apprentissage de l'anglais devrait cependant se faire dans des universités et des cégeps contrôlés par les francophones, mais où une partie des cours serait donnée en anglais. Quant aux Anglo-Québécois, le Québec indépendant devrait les laisser administrer les écoles et les hôpitaux qui leur seraient réservés, mais en leur donnant des budgets qui correspondraient à leur proportion dans la population québécoise. Il serait même possible de faire quelque chose de semblable dans le domaine de l'affichage public, en permettant par exemple le bilinguisme dans une partie de l'île de Montréal qui regrouperait 15% de la population québécoise. Comme la moitié de 15%, ça donne 7,5%, les Anglais auraient ainsi obtenu leur part des budgets de publicité. Enfin,
Quand tout cela aurait été fait, le Québec devrait forcer le Canada anglais à donner les mêmes droits et surtout les mêmes budgets aux francophones hors Québec en se servant de ses alliés du monde international. Ça s'appelle gagner sur tous les tableaux au lieu de perdre tout le temps. En fait, le bilinguisme devrait même être autorisé au Québec, partout où ça servirait nos intérêts à nous. Par exemple, partout où la sécurité du public serait en jeu, dans les hôtels et les musées fréquentés par les touristes qui viennent dépenser leur argent chez nous, ou encore dans nos industries de haute technologie qui font des affaires à l'échelle internationale. Ici encore, le but serait de faire le plus d'argent possible. Pour franciser le reste de la société, le plus efficace serait de réintroduire la loi 101 dans sa version originale et de laisser faire le temps. Cette stratégie serait d'autant plus efficace si on limitait le nombre d'immigrants anglophones admis au Québec aux seuls experts dont notre économie aurait besoin. Dans ce domaine-là, le Québec aurait intérêt à faire comme les autres pays normaux du monde et de créer une catégorie d'immigrants appelés travailleurs étrangers, ce qui impliquerait que ces gens-là devraient retourner chez eux à la fin de leur contrat de travail. Enfin, il faudrait faire à tous les 5 ans un recensement de la population de façon à pouvoir réajuster régulièrement les budgets alloués aux institutions anglaises. Quant aux entrepreneurs anglophones qui voudraient jouer aux victimes en ne respectant pas la loi 101, on pourrait facilement les faire plier en s'attaquant tout simplement à leur portefeuille, par exemple en leur imposant des amendes correspondant à 1% de leur chiffre d'affaires annuel ou encore en les privant de subventions et de contrats gouvernementaux. En faisant tout ça, on ferait vite disparaître toute trace de racisme systémique au Québec, surtout si on obligeait les entreprises qui feraient des affaires ici à se doter d'une charte québécoise qui les obligerait à augmenter le nombre de non-anglophones dans leur poste de direction. Cela pourrait se faire de façon très graduelle au moment de la mise à la retraite de leurs anciens dirigeants anglophones. Autre chose, pour empêcher que les employeurs exigent la connaissance de l'anglais quand ce n'est pas nécessaire, la loi devrait exiger d'eux qu'ils paient des salaires 10% supérieurs aux employés à qui ils ont demandé le bilinguisme. Ce qui serait tout à fait juste et raisonnable étant donné que les gens qui parlent 2 langues ont plus de connaissances que ceux qui ne parlent que le français. Et ce serait à l'employé à prouver devant une cour de justice subventionnée par l'État que son ex-employeur avait exigé de lui le bilinguisme. Autrement dit, ce serait à la victime d'exiger le remboursement avec intérêt des sommes qui lui seraient dues. Comme tous les hommes d'affaires du monde cherchent à augmenter les profits, on verrait vite diminuer le nombre d'emplois où la connaissance de l'anglais est exigée. Bon. Quand les indépendantistes auront montré aux jeunes, aux indécis, aux immigrants francophones que l'indépendance va leur donner accès à une foule de promotions et de gros salaires qui leur sont présentement interdits à cause du racisme systémique utilisé par les anglophones, eh bien, ils vont voter oui. C'est pour ça que je vous encourage à montrer mes vidéos à tous ceux que vous connaissez. À la prochaine!